Mesdames et messieurs, bonsoir ou bonjour selon le moment où vous nous recevez. Au cœur de l'Assemblée nationale s'intéresse aujourd'hui à la question de l'immunité parlementaire. Bien sûr, nous évoquerons également quelques questions d'actualité institutionnelle. Et sur le plateau avec nous, M. Konan Kofi Marius, il est député de la Nation, élu à Atieboakro et Lolobo sous-préfecture et commune. Bonsoir, monsieur le député. Bonsoir, madame. Merci d'être avec nous pour informer les téléspectateurs. C'est moi qui vous remercie. Votre premier mot sur la question de l'immunité parlementaire? Il faut dire que la Constitution de la République de Côte d'Ivoire et le texte portant statut du député, du parlementaire, je dirais, prévoit l'immunité parlementaire pour permettre au député de bien exercer sa fonction. En termes de protection, lui garantir une certaine indépendance? Oui, bien sûr, le protéger, le mettre à l'abri des poursuites pouvant l'empêcher d'exercer correctement sa fonction, poursuites à partir venant du pouvoir judiciaire ou des contraintes venant du pouvoir exécutif. Toujours est-il qu'il est fait en sorte que le pouvoir législatif puisse être bien protégé et assurer son indépendance. Il y a aussi des risques du côté des pouvoirs privés? Oui, aussi. Monsieur le député, nous allons suivre ensemble Jean-David qui nous parle justement de l'immunité parlementaire. L'immunité parlementaire est une disposition constitutionnelle qui a pour objet de protéger les députés et les sénateurs dans le cadre de leurs fonctions. Elle garantit de ce fait leur indépendance et celle du Parlement. La notion d'immunité parlementaire a été instituée en Côte d'Ivoire depuis la première constitution de novembre 1960 en ses articles 36 et 37. L'article 36 stipulant qu'aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Quant à l'article 37, il dispose qu'aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale, sauf le cas des flagrants délits. Cependant, hors session, un député peut être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale, sauf les cas de flagrants délits, des poursuites autorisées ou des condamnations définitives. La détention ou la poursuite d'un député est suspendue si l'Assemblée nationale le requiert. La récente constitution, celle de novembre 2016, reprend ces mêmes dispositions en ses articles 91 et 92. L'immunité parlementaire se manifeste sous deux formes, l'irresponsabilité et l'inviolabilité. L'irresponsabilité protège le député dans l'exercice de ses fonctions. Elle s'étend aux propos et aux écrits du député à l'intérieur et à l'extérieur du Parlement. Mais l'irresponsabilité ne couvre pas les propos outranciers d'un parlementaire, les insultes, les coups et blessures sur un collègue, les propos dans une interview ou un livre, ou ses tenues lors de l'exercice d'une autre fonction. L'irresponsabilité prend naissance le jour du début du mandat et prend fin une fois le mandat expiré. L'inviolabilité est une immunité extra-parlementaire. Elle protège le député et concerne les infractions pénales commises durant sa fonction, mais qui n'ont pas de rapport avec elle. Précisons que la quasi-totalité des parlementaires à travers le monde bénéficient d'une immunité. On peut citer notamment le Bénin, la France, le Maroc, dont les parlementaires bénéficient d'une immunité qui leur est conférée par les articles 90, 26 et 64 de leurs constitutions respectives. Il faut indiquer que l'immunité n'est pas l'apanage des parlementaires. Outre ceci, le président de la République, les magistrats, le médiateur de la République, les membres du Conseil constitutionnel, entre autres, bénéficient eux aussi d'une immunité liée à leurs fonctions. En effet, pour le président de la République, les magistrats, le médiateur de la République, les membres du Conseil constitutionnel, l'immunité leur est conférée respectivement par les articles 157, 142, 168 et 132 de la Constitution. L'immunité parlementaire est-elle acquise à vie? Il faut noter que l'immunité dure le temps du mandat et ne peut être levée qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat, sauf les cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnations définitives. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, il y a eu des cas de levée d'immunité parlementaire. Le premier cas remonte au 25 mars 1985 pour une infraction des droits communs. D'autres ont suivi dans les années 90 et 2000. Ailleurs dans le monde, on peut citer également
quelques cas de levée d'immunité. En 2020, un député togolais a vu son immunité levée. En 2018, celle de 3 députés béninois a été levée. En 2017, l'immunité d'un député sénégalais l'a été aussi. En France également, l'immunité parlementaire d'un député a été levée en 2018. Voici, Carmen, ce que l'on peut retenir de l'immunité parlementaire. Merci, Jean-David. Dites-nous, monsieur le député, l'immunité parlementaire concerne tous les parlementaires du monde? Tous les parlementaires sont concernés et la question de l'immunité est abordée depuis le XIVe siècle en Grande-Bretagne. En France, c'est à partir de 1789. Et chez nous, les différentes constitutions successives ont fait en sorte de donner aux députés une protection qui le met à l'abri de tout excès, de tout abus de l'exécutif ou du pouvoir judiciaire. L'immunité parlementaire fait-elle partie intégrante du système démocratique? Oui, il est nécessaire de protéger les parlementaires pour qu'ils puissent jouir totalement de leur indépendance et travailler pour que les 3 différents pouvoirs soient à équidistance, c'est-à-dire le pouvoir exécutif d'un côté, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Que sait le grand public de l'immunité parlementaire? Georges Aboya a promené sa caméra et son micro à travers la ville d'Abidjan. Je pense que c'est une bonne chose dans la mesure où le parlementaire doit travailler en toute quiétude sans être inquiété par quoi que ce soit. Donc il a droit à une protection qui est l'immunité parlementaire. C'est une bonne idée de parler donc d'immunité parlementaire. Sans cela, je ne pense pas que nos parlementaires, donc nos députés, puissent exercer leurs fonctions en toute sérénité. C'est une bonne chose pour la protection du député lui-même, mais il ne doit pas faire de ça un élément pour dissuader ou gruger les autres. Il faudrait effectivement que nos représentants du peuple puissent travailler en toute liberté. Maintenant, il faudrait que cela soit effectif. C'est une bonne chose, effectivement, dans tous les pays du monde, dans toutes les démocraties qui se respectent. Dites-nous, monsieur le député, quel commentaire après ce qu'on vient d'écouter? Je suis heureux de constater que nos concitoyens comprennent la question de l'immunité parlementaire. Ils comprennent que dans sa tâche de parlementaire, d'élu du peuple, le député, le parlementaire a besoin d'être protégé pour pouvoir mener à bien sa mission. Monsieur le député, je vous invite à présent à suivre Timité Alibaba dans la grande interview qui reçoit monsieur Désiré Nguessan, fonctionnaire parlementaire. Les deux, bien sûr, parlent de l'immunité parlementaire et d'autres questions législatives. Monsieur Désiré Nguessan, vous êtes fonctionnaire parlementaire, directeur de la coopération internationale. L'immunité, voici un thème qui défraie bien souvent la chronique. Quelle définition en avez-vous? Pour aller à la définition proprement dite, définition juridique, je dirais, l'immunité peut être définie comme l'ensemble des dispositions qui assurent à un individu un régime juridique dérogatoire au droit commun. Pour faire simple, c'est une protection fonctionnelle, un privilège qui est donné à une catégorie de personnes pour leur permettre d'échapper aux poursuites judiciaires. On comprend que ce n'est pas seulement les parlementaires qui sont concernés par l'immunité. Du tout, du tout. À part les parlementaires, il y a d'autres corps, notamment les diplomates qui sont accrédités dans les pays, qui échappent aux juridictions donc, de ces pays où ils sont accrédités. Et il y a également certains fonctionnaires, hauts fonctionnaires internationaux, qui eux aussi bénéficient de l'immunité. Mais il faut savoir, avant toute chose, que l'immunité parlementaire surtout revêt 2 formes. Il y a ce qu'on appelle l'irresponsabilité, qui évite aux députés ou aux sénateurs d'être poursuivis, arrêtés pour les opinions et les votes qu'il aurait émis durant son activité. Il y a également l'inviolabilité qui empêche de poursuivre ou d'arrêter un parlementaire, sauf avec l'autorisation du bureau de la Chambre à laquelle il appartient. Alors, le principe démocratique dit que nous sommes tous égaux devant la loi. Quel est donc l'intérêt pour un État d'accorder à une catégorie de citoyens le droit à l'immunité? Comme je le disais tantôt, c'est une protection fonctionnelle. C'est donc en fonction de l'activité de cette catégorie-là qu'on lui donne l'immunité, pour lui permettre d'échapper aux pressions
qui viendraient de toutes parts, et notamment aux pressions qui viendraient de là-haut, à savoir donc des pressions qui viendraient de l'exécutif, du judiciaire, etc., etc. Donc c'est pour lui permettre d'assurer sa fonction en toute responsabilité, avec liberté et indépendance. Cela veut dire, monsieur le directeur, qu'il est impossible de lever l'immunité? Non, 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 ce n'est pas ce que cela veut dire. Certains mécanismes ont été prévus pour éviter que l'immunité soit absolue. Elle n'est donc pas inconditionnelle. La condition, c'est le flagrant délit. Lorsque l'individu bénéficiant de l'immunité se trouve dans le cas de flagrant délit, on n'a plus besoin de lever l'immunité. Deuxième condition, lorsque la chambre à laquelle l'individu appartient autorise la poursuite, l'immunité est levée. Et donc, ce n'est pas inconditionnel. Ceux qui bénéficient de l'immunité peuvent être déchus. La Constitution actuelle a ajouté aux missions du Parlement la mission du contrôle et de l'évaluation des politiques publiques. Qu'est-ce que c'est? Le contrôle, c'est la première étape. Il s'agit d'aller vérifier sur le terrain, ou alors par d'autres mécanismes que je vais décrire tout à l'heure, si le travail que le gouvernement doit faire pour améliorer les conditions des populations se fait normalement. Alors, les mécanismes de contrôle, c'est la commission d'enquête, donc on va mettre en place une commission d'enquête. Il y a également les séances d'information, donc on peut inviter un ministre sur un sujet pour savoir ce que le gouvernement fait par rapport à ce sujet-là, ou alors les questions tant orales qu'écrites. C'est donc les principaux mécanismes qui permettent donc de faire le contrôle sur le terrain. Pour ce qui concerne l'évaluation des politiques publiques, il s'agit d'aller plus loin que le contrôle pour cette fois-ci mesurer l'impact de la politique sur les populations. Et cette mesure-là se fait en fonction de plusieurs critères. Il y a donc le critère de pertinence qui se fait même avant la mise en œuvre de la politique, pour savoir si effectivement les populations ont besoin de cette politique-là pour assurer leur développement. Le deuxième critère, c'est la cohérence. La cohérence qui permet de savoir si cette politique-là entre dans les objectifs de développement nationaux. Le troisième critère, c'est l'efficacité, pour savoir si effectivement les résultats attendus sont perceptibles à la suite de la mise en œuvre de cette politique-là. Il y a également l'efficience qui permet de voir donc la qualité et le coût. Et puis il y a le dernier critère, la durabilité. La durabilité qui permet donc d'étendre à long terme les bénéfices de cette politique-là sur les populations. Voici en gros ce qu'on peut dire sur l'évaluation. Mais pour résumer, l'évaluation est une mission éminemment importante parce que c'est par elle que nous allons nous rendre compte qu'une politique ou un programme du gouvernement a eu les effets recherchés. Merci Timothée, merci à M. Désiré Nguessan. Dites-nous, monsieur le député, la mission de contrôle et de l'évaluation des politiques publiques, est-ce une mission de répression confiée aux parlementaires? Non, le parlementaire ne peut pas avoir une mission de répression de l'exécutif. Le parlementaire et l'exécutif, ou le législatif, l'exécutif et le judiciaire sont ensemble pour travailler pour le bon fonctionnement de l'État. Donc, on ne peut pas avoir la force de réprimer l'autre. Ce qu'il faut retenir, c'est que la mission d'évaluation est un outil d'aide à la décision. Il est important que, relativement à un certain nombre de politiques mises en place, on puisse vérifier que les objectifs assignés à cette politique ont été atteints et que les personnes qui devaient être impactées ont effectivement été impactées. Donc si, en cours de vérification, on se rend compte qu'il y a des corrections à faire, l'État est amené à faire ces corrections pour qu'on puisse atteindre les objectifs. Donc ce n'est pas une mission de répression de l'État. C'est une mission d'accompagnement. À la présent, les questions des internautes. Nati Meya a scruté la toile. Elle a sélectionné 3 questions pour vous. Nous allons pour la première question. Un député pris en flagrant délit peut-il être conduit devant la justice même si l'Assemblée nationale n'approuve pas sa levée d'immunité? Monsieur le député? Un député pris en flagrant délit ne peut pas être conduit devant un juge si l'Assemblée nationale demande la suspension ou l'arrêt de la procédure. Même en flagrant délit? Oui. Il suffit que le bureau de l'Assemblée nationale introduise une demande de suspension de poursuite que le procureur est obligé d'arrêter. Question 2. Qui peut faire la demande de levée d'immunité parlementaire d'un député?
Monsieur le député? L'article 47 de notre règlement dit que la demande de levée d'immunité est faite par le procureur de la République. Question 3. Lorsque l'Assemblée nationale fait arrêter une poursuite judiciaire contre un député en infraction, quel est le sort de la victime? Est-elle dédommagée? Monsieur le député? Il faudra peut-être s'adresser au procureur de la République pour voir la suite à donner à l'affaire. En tout état de cause, une fois que l'Assemblée nationale demande la suspension d'une procédure, elle est suspendue. Est-ce que ce n'est pas une porte ouverte à quelques abus? Non. Il faut peut-être faire la distinction entre la personne du député et puis ce que le député, en dehors de la fonction qu'il exerce, peut faire à l'extérieur. Voilà, l'immunité qu'il a, par exemple, ne couvre pas ses biens, ne couvre pas sa famille, ne couvre pas sa maison. Non. L'immunité couvre sa personne dans l'exercice de la fonction parlementaire. Donc il faut faire la distinction pour ne pas que certains croient qu'ils peuvent en abuser. Et maintenant, l'actualité institutionnelle avec la première réunion de la conférence des présidents qui a validé le projet de calendrier des travaux parlementaires. Patricia Boli. La vie et le dynamisme d'une institution parlementaire se déterminent par son organisation, son fonctionnement et son programme de travail. Le Parlement ivoirien s'inscrit bien dans ce rythme. À l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, tracer les lignes ou encore composer le squelette du calendrier des travaux relève de la compétence de la conférence des présidents. En effet, selon l'article 21 du règlement de la dite institution, l'ordre du jour des travaux est établi par le président de l'Assemblée nationale après accord de la conférence des présidents. C'est donc à juste titre qu'elle s'est réunie le jeudi 3 juin 2021 à la rotonde du palais de l'Assemblée nationale pour remplir pleinement son rôle et jeter les bases du travail parlementaire. Cette réunion était présidée par le premier responsable de l'institution, le président Amadou Soumaoro, et avait pour unique point à l'ordre du jour l'examen et l'adoption de l'avant-projet de calendrier des travaux de l'Assemblée nationale pour la période allant du 15 juin au 27 juillet 2021. C'est un total de 14 projets de loi qui sont inscrits à ce calendrier. Il s'agit de 2 projets de loi ordinaires, de 6 projets de loi de ratification d'ordonnances et de 6 projets de loi de ratification de conventions. Cet organe majeur de l'Assemblée nationale est composé du président de l'Assemblée nationale, des 11 vice-présidents, des présidents de groupes parlementaires et des présidents de commissions permanentes. Ce calendrier, validé par la conférence des présidents, a été adopté par la plénière le mardi 15 juin 2021. Nous venons d'adopter donc le calendrier qui commence pratiquement par des questions d'actualité, notamment concernant l'électricité et concernant la vie chère. Ce sont des projets de loi qui nous ont été déjà soumis. Nous avons eu le temps de parcourir ces projets de loi. Et je pense que le temps nous est donné pour travailler sur ces projets de loi, vu que nous travaillons en commission technique. Il y a eu un consensus sur le calendrier et c'était démocratique. Vous avez vu les aménagements que nous avons faits. Le président a été très prompt en disant qu'il faut débattre des problèmes au moment où il faut les débattre. Les problèmes de l'électricité, les explications seront données. Le président aura intervenu. Le député initiateur du projet sur le débat, suivi des questions et tout ça, va intervenir, le ministre interviendra et ensuite tous les députés vont se prononcer pour mieux éclairer la population sur les problèmes de rupture d'électricité au moment où il le faut. Et la cherté de la ville, nous allons en débattre. Notre rôle en tant que représentant du peuple, c'est de faire en sorte d'adopter de bonnes lois pour gouverner notre pays. La plénière étant souveraine, le calendrier des travaux entre en vigueur. Merci Patricia Boli. Il faut préciser que le calendrier des travaux parlementaires a été voté en plénière, 235 voix pour, 1 voix contre et 0 abstention. Monsieur le député, quel commentaire? C'était l'adoption du calendrier de travail. Nous l'avons adopté comme on le fait d'habitude. On va se mettre au travail pour la République de Côte d'Ivoire. Monsieur le député, au calendrier des travaux parlementaires sont inscrites des séances d'information parlementaires, dont la vie chère et puis la crise énergétique. Quel est l'intérêt de ces 2 sujets demandés par l'Assemblée nationale? Vous savez que depuis quelque temps, la Côte d'Ivoire vit une situation de rationnement électrique. Et depuis que cette situation s'est posée, de nombreux concitoyens nous ont interpellés
Donc il était important que la représentation nationale s'intéresse à la question. Et vous savez également que le fait qu'il y ait le rationnement a entraîné un changement sur les coûts de certains produits. Du coup, les populations se plaignent un peu de ce que certaines choses soient devenues chères. Et donc, en tant que représentants, nous ne pouvons que venir répercuter ici ce que nous apprenons, ce que nous entendons, ce que vivent nos populations. On peut donc conclure avec vous que l'Assemblée nationale est dans son rôle. Nous sommes pleinement dans notre rôle de représentants du peuple. Nous sommes avec le peuple, nous écoutons le peuple, nous l'entendons et nous portons ici les préoccupations du peuple. Monsieur le député, à l'international, l'actualité institutionnelle a été marquée par les assises du Parlement panafricain, des assises qui ont fait pas mal de bruit. Et Nati Meya, pour bien comprendre, a rencontré le député Sidiki Aboubakar, membre de la délégation ivoirienne. Le Parlement panafricain est un organe de l'Union africaine qui représente auprès des autres organes les peuples africains. Mais évidemment, le Parlement ne légifère pas totalement pour l'instant parce qu'il est encore un organe de l'Union africaine. Et il va légiférer totalement lorsque on aura plus de 28 signatures pour ce qu'on appelle le protocole de Malabo. Au thème donc de la signature de ce protocole par 28 pays, le Parlement va voter des lois donc, qui vont s'imposer à tous les pays membres. Ce qui s'est passé pour cette dernière session est très simple. Nous sommes allés et c'était une session d'élection. Il s'agissait donc d'élire d'abord le président du Parlement panafricain et après cette élection, nous allons passer à l'élection des vice-présidents et des organes. Je vais parler des commissions. Il y avait 3 candidats. L'Afrique de l'Ouest avait une candidate, Madame Aïdara, Aïchata Cissé, donc qui vient du Mali. L'Afrique australe avait un candidat, donc M. Chirambira, qui vient du Zimbabwe. Et l'Afrique de l'Est avait un candidat, M. Albino, qui vient du Sud-Soudan. Vous savez qu'avant de faire l'élection, on met sur pied une commission ad hoc, mais tout ça est validé d'abord par la commission des règlements. Donc, après la validation des commissions des règlements, la commission ad hoc a statué et a validé les candidatures. C'est après cette validation que l'Afrique australe, c'est ce qu'on appelle l'Afrique du Sud, la région de l'Afrique du Sud, l'Afrique australe a estimé qu'elle devait être seule aux élections. Parce que pour elle, l'Afrique de l'Ouest a déjà présidé le Parlement, l'Afrique de l'Est a déjà présidé le Parlement, donc elle souhaitait, elle imposait une rotation qui n'est pas dans nos textes. Et c'est dans l'interprétation de cette idée de l'Afrique australe que tout a chamboulé, tout ce que vous avez vu. Évidemment, leur candidat n'était pas en bonne posture et nous pensions, nous, que la candidate de l'Afrique de l'Ouest allait passer haut les mains et face donc à cette attitude défaitiste, ils ont opté pour la violence. J'ai entendu beaucoup d'interprétations sur la question. Je voudrais qu'on situe l'attitude de Mariam dans un contexte. Pour ce qui s'est passé en Afrique du Sud, à Midrand, Mariam était tout à fait dans son droit. Vous savez, nous étions dans un environnement de violence. Et je vais vous faire une confidence. Nous avions des députés sud-africains qui étaient rentrés avec leurs gardes des corps dans l'enceinte de l'hémicycle qui étaient armés. À un moment donné, on a eu l'électricité coupée. On avait des policiers là-dedans. Et comme je l'ai dit, il y avait un comité ad hoc. Et donc, le comité ad hoc voulait qu'on aille aux élections. Et si vous avez bien remarqué l'image, c'est bien les députés sud-africains et zimbabwéens qui se lèvent de leur siège et qui viennent agresser le comité ad hoc, donc présidé par Janet Kabila de la RDC. C'est en ce moment qu'un certain nombre de députés favorables à la tenue des élections est venu pour essayer de protéger leurs collègues. Et ce n'était pas Mariam seulement. Il y avait plusieurs autres députés. Regardez bien le cliché, regardez bien la vidéo. Vous verrez que ce n'est pas Mariam seulement et je ne sais pas pourquoi nous allons nous auto-flageller. C'était une décision d'ensemble. Nous assumons cette décision. J'étais le directeur de campagne de la candidate de l'Afrique de l'Ouest et cette attitude de Mariam rentrait dans notre stratégie de protection du comité ad hoc parce que ça en valait la peine en ce moment précis. Je voudrais que l'ensemble des parlements internationaux intéressent les peuples de Côte d'Ivoire. C'est quand même, nous sommes en mission pour notre Parlement, nous sommes en mission pour le peuple africain, pour le peuple de Côte d'Ivoire. Donc il est bon que le peuple de Côte d'Ivoire s'intéresse à tout ce qui est international. Vous savez, à côté de l'intégration des institutions donc étatiques,
il est bon que nous allions à l'intégration des peuples. Et le Parlement panafricain, c'est l'instrument privilégié pour l'intégration des peuples de près de 54 pays africains. Monsieur le député, vous n'étiez pas en Afrique du Sud. Dites-nous, quel commentaire, vous qui avez suivi de loin? Oh, je dirais que, habitué du Parlement, c'est une scène qui ne me surprenait pas, dans la mesure où on a déjà vu ce spectacle un peu partout, en Italie, en Chine, au Nigeria, dans différents parlements, on assiste à de tels spectacles. Le plus important, c'est qu'à la fin de tout cela, ce qui doit être dit soit dit. Je pense que les représentants de la Côte d'Ivoire ayant été mandatés pour aller défendre les intérêts de la Côte d'Ivoire ont défendu les intérêts de la Côte d'Ivoire. C'est ce que je peux dire en commentaire. Merci, monsieur le député. Merci d'être venu nous informer, éclairer les téléspectateurs. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci à vous de nous avoir suivis. Espérant vous avoir été utile, je vous donne rendez-vous dans un mois.